soir pour refaire le monde au micro de RTL. Il y a le grand reporter du Figaro, Guillaume Perrault. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Bernard. Il y a Jean-Luc Manot qui est conseiller en communication. Salut Jean-Luc. Salut. Et puis Nicolas Doménac, chroniqueur à RTL. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, commençons par de la politique pur jus. Tout à l'heure, là, à la Mutualité, à Paris, il y a un grand meeting du mouvement En Marche qui a été voulu, initié, créé par Emmanuel Macron. Alors, selon les exégètes de la vie politique française, ce matin, si j'ai bien compris, il ne devait pas annoncer qu'il se présentera à la présidentielle. Il ne devait pas non plus ce soir annoncer qu'il quittait le gouvernement pour incompatibilité d'humeur, parce que ça fait quand même des mois et des mois qu'il sort des petites phrases antigouvernementales, mais qu'il est quand même dans le gouvernement. Et puis tout à l'heure, nos confrères de BFM TV à l'Assemblée nationale ont posé une question à Valls sur le meeting de ce soir. Et Valls n'a eu qu'une phrase, et je vous la cite: « Il est temps que tout cela s'arrête ». Bon, alors tout ceci étant posé, la question que je vous pose, elle est très benoîte finalement. Est-ce qu'il est temps que M. Macron assume ses responsabilités d'électron libre, quitte le gouvernement et éventuellement se lance dans la course à la Maison-Blanche? Je vous en prie, Guillaume Perrault. À l'Élysée. La Maison-Blanche, c'est pour à l'Élysée dans un premier temps. Voilà, c'est ça. À l'Élysée dans un premier temps. Vous savez, les États-Unis, le syndrome Kennedy hante la classe politique. Tout à l'heure. Alors, et après, il y a le Vatican. Oui, c'est vrai. Troisième marche. C'est vrai que bon bah l'agacement de Valls, c'est même une exaspération. Elle est assez compréhensible puisque Macron veut être à la fois au gouvernement et dans l'opposition. Il considère que le bilan du gouvernement dont il est membre ne l'engage en rien. Et en creux, ou même assez ouvertement, il critique la frilosité de l'exécutif dont il est un membre de premier plan. Donc c'est vrai que c'est une situation assez surréaliste. Par ailleurs, et je mets de côté les idées d'Emmanuel Macron qui sont souvent intéressantes, il faut aussi dire que Macron ne peut se prévaloir d'aucune grande réforme à son actif pour le moment. Quelle grande réforme qui a vraiment changé la vie des Français il a accompli pour le moment? La loi dite El Khomri, elle n'a pas été priée de la porter en dernier lieu, mais c'est quand même lui qui, au départ, avait les idées de base, non? Oui, sans doute, mais comme il ne les a pas défendues lui-même, on peut pas savoir ce que ça aurait donné s'il avait mouillé la chemise pour défendre cette malheureuse loi. Donc ça, c'est ma première remarque. Et c'est vrai qu'il est confronté à une certaine usure, Emmanuel Macron. Il y a eu un effet de mode, un emballement médiatique autour de lui. J'ai le sentiment que là, ça se tasse un petit peu. Il s'est prêté lui-même à une surexposition médiatique, avec des choix discutables comme la une de Paris Match, qui était peut-être pas très heureuse. Et donc, on se demande effectivement si, sur le fil du rasoir, là où il est, il peut rester éternellement. La logique voudrait qu'il démissionne. Je ne pense pas qu'il va le faire. Moi, le coup de l'usure, je sais pas. Ça me fait penser à tous ces gens qui, autour de moi, étaient très épris d'Alain Juppé il y a encore quelques mois. Puis, voyant Sarkozy remonter 2 ou 3 coups dans les sondages, disent « Oh, de toute façon, Juppé, il est cuit, il est trop vieux. Regardez, il est inerte, il dit plus rien, etc. » Faut voir, on verra. Rien n'est joué et tout est encore à faire. Qu'en pensez-vous, Nicolas Doménac, en ce qui concerne Macron, en tout cas? Là, est-ce qu'il peut rester entre deux chaises, là? Je suis embêté pour vous répondre comme ça parce que j'ai toujours pensé que son aventure était sans lendemain sérieux. En marche? Dire que que c'était en marche sur place, vous savez. Ça me fait penser. Oui, ça me fait penser à cette comptine que me chantaient mes enfants. J'hésite à vous la répercuter compte tenu de ma voix qui est pas terrible, mais vous savez, c'était les pommes faisaient roulis roula, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Les pommes faisaient roulis roula, puis ça bouge pas. Au fond, il a loupé l'occasion historique. Les hommes politiques se reconnaissent aussi à ça, c'est qu'ils savent saisir le moment, c'est-à-dire le moment où le pouvoir exécutif était le plus en difficulté, où l'usure du système partisan était manifeste, où le système des primaires de la gauche, du Parti socialiste d'un côté, des écolos d'autres n'étaient pas en route et que le système qui le marginalise forcément, et où il représentait pour certains, notamment à droite, parce que c'est le chouchou de la droite, comme c'est la droite, on aime les socialistes morts ou qui sont susceptibles de mourir, comme les Indiens morts étaient aimés par les Yankees, ben voilà, et on aime Macron. Et dire, vous savez que la question qu'on pose à Alain Juppé le plus fréquemment dans ces réunions, c'est est-ce que vous allez prendre Emmanuel Macron avec vous? Voilà, et alors il se garde bien de répondre, mais c'est un signe parmi tant d'autres que, au fond, en se présentant de surcroît
croit comme n'étant ni gauche ni droite, il a commis une faute de départ fondamentale. Donc je pense que, alors qu'il est très sympathique, que c'est un champion de la séduction des anciens d'ailleurs. Je veux dire, il a gravi les échelons très rapidement grâce à ce pouvoir formidable de séduction des vieux, hein, comme on dit, des vieux qui ont fait sa carrière. Mais au-delà de ça, je veux dire, il a effectivement un bilan mincissime si l'on accepte les autocars pour les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc là, vous l'avez oublié dans votre... Non, je l'ai pas oublié. Non, je dis que c'est pas une réforme majeure. J'ai dit qu'il n'y avait pas de grande réforme. Il n'y en a pas tellement, donc on peut saluer celle-ci. Mais à part ça, même au niveau du discours, au niveau du fond, ce ne sont que des ébauches. Alors peut-être ce soir qu'il dira... mais il faut qu'il sorte ou pas, alors. Mais il ne peut pas sortir. Il est coincé maintenant. Il est coincé entre le Hollande et la fidélité. Oui, mais il est coincé entre la fidélité à Hollande qu'il doit et qu'il n'a pas su rompre au moment où il le fallait. À un moment, il aurait pu dire, voilà, j'ai donné ce qu'il fallait, je vis maintenant ma vie. Mais il doit tout à François Hollande de sa carrière. Il n'a pas heurté, il n'a pas été au contact de l'électeur, il n'a pas cherché à être élu. Un homme politique, il doit d'abord se frotter à ça. Jean-Luc Manot. Si on accepte l'idée... Vous seriez le communicant de M. Macron. Vous lui diriez quoi si vous étiez honnête avec lui de moins communiquer. Oui. C'est pas une question d'honnêteté, c'est une question de logique. Non, moi ce qui me frappe là d'abord, c'est l'opération de ce soir quand même. C'est comment on a un candidat sans candidature. Ah oui, oui. Hein, c'est-à-dire que la seule chose qui manque, c'est la candidature. Dans le reste, on est complètement dans la logique de préchauffe d'un candidat. Deuxième remarque, si on considère que la politique, et a fortiori quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est parce qu'on défend une ligne, un courant de pensée, un corpus d'idées, sans utiliser des grands mots, mais enfin qu'on y va pour des idées, on voit bien que c'est la problématique de Macron. Parce que aujourd'hui, par exemple, ses conseillers disent on a cherché une raison de sortir du gouvernement, un motif, un prétexte. On se demande bien comment on va continuer à être dans le gouvernement tout en disant différemment du gouvernement. Donc on voit bien qu'on est dans de la politique politicienne. Encore une fois, ça existe, le jeu politique, il n'est pas interdit d'être habile, mais on ne peut pas tout avoir sur l'habileté. Oui. En revanche, je ne suis pas d'accord sur l'idée que Macron est en perte de vitesse. Il a perdu 12 points dans les sondages après 2 difficultés. Une sur l'impôt sur la fortune révélée et la deuxième sur l'idée quand même assez grotesque de dire à un type en face de vous qui est chômeur, lui expliquer qu'il faut qu'il travaille pour se payer un costume aussi beau que le sien. C'était évidemment un problème. Faut voir comment il avait été interpellé. Non mais peu importe. Ou alors il faut dire que casse-toi pauvre con, c'est parce qu'il a été interpellé. C'est la défense des politiques qui se trompent. Mais il se trompe en faisant ça, de mon point de vue en tout cas. Mais est-ce que je peux te poser une chose, c'est qu'il n'est pas en perte de vitesse, il n'est pas en vitesse. Je veux dire que dans la situation actuelle, la défaveur que subit le gouvernement, être à 12% d'intention de vote, s'il se présentait à la présidentielle, c'est un ratage, c'est un flop de départ. Oui, mais c'est un événement politique quand même. Je voulais dire, il a perdu 12% sur cette affaire. Il vient d'en regagner 7-8. Les sondages qui vont paraître demain, après-demain, seront à plus 8. Hollande aussi, à plus 7. Donc, il y a quelque chose là. De mon point de vue, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Domenach là-dessus, je pense que il se passe une chose autour de lui. C'est pas que les gens veulent Macron, c'est qu'ils veulent pas des autres. C'est que on s'emmerde, qu'on a les mêmes, qu'on va nous faire le même film, et que Hollande, Sarkozy, Marine Le Pen, franchement, ça excite personne. Et donc, demain, un type arrive, un peu organisé, un peu séduisant, qui parle bien, et qui dit 2-3 trucs pas idiots, ça serait mieux pour une capitale d'avoir des magasins ouverts le dimanche, ça serait pas mal de réformer le code du travail quand il est trop pesant, ça
Demain, un type arrive, un peu organisé, un peu séduisant, qui parle bien et qui dit 2-3 trucs pas idiots. Ça serait mieux pour une capitale d'avoir des magasins ouverts le dimanche. Ça serait pas mal de réformer le code du travail quand il est trop pesant. Ça serait bien de pas opposer en permanence le capital et le travail. Bon, les gens se disent après tout, ça s'écoute, et c'est le type qui est nouveau qui le dit. Mais c'est pas des idées nouvelles, c'est des idées qui ont été dites 100 fois, 1000 fois. Bon, écoutez, on verra ce qu'il va dire tout à l'heure, là, la mutualité. En tout cas, on suit ça, bien entendu. Et le compte rendu, on sera fait. Hein? Ce qu'il ne va pas dire, surtout. Ah, surtout ce qu'il ne va pas dire, effectivement. C'est le creux qui va être intéressant. Les journalistes qui sont là écoutent ce qu'il ne va pas dire. Oui, mais enfin, quand même, j'espère qu'ils vont tous aller le chercher tout à l'heure, à la fin de son meeting, en lui disant, vous savez que Valls, il a dit, maintenant, faut que ça cesse. Donc, quand même, j'attends avec intérêt la réponse d'Emmanuel Macron. Pour le que ça dure. Demain matin, sans faute, sur RTL, on l'aura sans aucun doute, 19h29. On continue à refaire le monde dans un instant avec les 3 polémistes. La Sport C-Max Trend EcoBoost 125 chevaux et tous ses équipements, eh bien... Le mardi soir, Guillaume Perrault, Jean-Luc Manot, Nicolas Doménac. Alors écoutez mes amis, moi j'ai découvert ça, l'info elle est arrivée, sur le coup ça m'a pas semblé monstrueux, puis après ça il y a eu une mayonnaise journalistique qui est montée, j'ai lu Libération notamment aujourd'hui, qui en a fait 3 pages absolument assassines. José Manuel Barroso, qui a été donc président de la Commission européenne pendant des années, vient de quitter son poste, et il vient d'être embauché dans la grande banque d'affaires américaine Goldman Sachs, qui était l'une des banques clés de la faillite généralisée de la planète en 2008 et qui s'en est très bien tiré et qui va beaucoup mieux maintenant. Alors de l'avis général, il est scandaleux que Barroso aille pantoufler maintenant chez Goldman Sachs. On avait dit la même chose avec l'ancien chancelier allemand qui est parti chez Gazprom, chez les Russes. Où est le problème? Est-ce que, selon vous, c'est un vrai scandale que Barroso aille chez les Américains, chez les banquiers américains? Le problème, il est énorme. Quand j'étais à Marianne, nous avons fait des dizaines d'articles, des couvertures sur le thème Barroso est un adversaire, même un ennemi de l'Europe, et au fond, il donne le bras aux souverainistes en rendant l'Europe odieuse. Pourquoi? Parce qu'en impulsant une politique libérale extrême, vraiment l'austérité totale, qui correspondait aux demandes d'un certain nombre de puissances libérales, dont les banques. Et là, il rejoint la pire de toutes, c'est-à-dire Goldman Sachs, qui avait sa responsabilité dans la crise essentielle, dans la crise des subprimes, qui s'en est tiré en versant une amende colossale aux États-Unis, mais qui a vraiment, il n'y avait pas d'endroit pire et pas de démonstration plus accablante du fait que, au fond, il n'est pas européen, parce que s'il est allé rejoindre des puissances anti-européennes, il est allé démontrer que les souverainistes et les populistes avaient raison de taper sur cette Europe-là qui méprisait les peuples. Donc c'est en ce sens-là qu'il est coupable, au-delà des règles au fond, du pantouflage, etc. C'est que des règles qui sont tellement floues et vagues qu'il pourra toujours dire qu'il les a respectées. Mais c'est pas parce qu'on demande de la délicatesse. Parce qu'il part faire du fric chez les Américains, c'est le cas de le dire, qu'on peut mettre au bouillon toute son action à la tête de la Commission européenne. Mais c'était la pire de toutes son action. C'est tout le problème, parce que qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts? Il se met dans une position, Barroso, où il peut être soupçonné de conflit d'intérêts. On peut être parfaitement honnête. A posteriori, donc. Oui, mais on peut être honnête et se placer dans une position de conflit d'intérêts. C'est quoi être dans une position de conflit d'intérêts? C'est vous mettre vous-même dans une position où vous pouvez être soupçonné, sans être paranoïaque, sans que ça soit dément, que vous avez fait antérieurement des choses, vous avez pris des décisions qui sont de votre intérêt personnel. Oui, pour des motifs en tout cas qui sont pas uniquement liés aux fonctions que vous exerciez. C'est ça, se placer dans une position de conflit d'intérêts. Donc c'est pas uniquement des gens qui seraient des délinquants. Vous pouvez être parfaitement honnête et vous mettre dans une position où vous vous exposez à ces reproches. Oui. Et donc pour ne pas vous mettre dans cette situation-là, vous êtes en effet censé faire preuve de délicatesse et être en quelque sorte plus exigeant, d'autant plus exigeant envers vous-même que vous n'y êtes pas obligé par la loi et que vous avez exercé des fonctions de premier plan. Mais c'est une réalité, ça tend à se développer, cette notion de conflit d'intérêts, et effectivement, il y a des codes de déontologie qui, visiblement, ils sont pas encore tous extrêmement exigeants, puisque Monsieur Barroso se met dans une situation qui n'est pas satisfaisante, ça c'est sûr. Donc pour vous, Guillaume Perrault, c'est clairement une affaire. Barroso chez Goldman Sachs, c'est pas possible. Il se met dans une position où il est exposé à la critique. Il ne faut pas faire ça quand on a exercé les fonctions qui sont les siennes. J'ajoute qu'il y a un autre problème, c'est que la Commission européenne est très sensible au lobby.
Un maximum, oui. Parce que c'est le processus, ça tient pas aux hommes, à Monsieur X ou Madame Y, c'est le processus de décision qui est long, de fonctionnement, qui est long, qui est compliqué à la Commission européenne, et vous recevez toutes sortes de groupes de pression. Lobby n'est pas un terme péjoratif dans ma bouche, on va dire groupe de pression pour être plus neutre. Et donc évidemment, quand vous êtes dans cette position-là, que vous avez des groupes de pression privés comme interlocuteurs, c'est une raison supplémentaire pour être vigilant dans la suite de votre carrière. Et puis je vois un troisième motif pour être préoccupé par cette affaire qu'on évoque, c'est que le rapport à l'argent de nos décideurs a changé. Ça, c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, je crois qu'on n'aurait pas jugé naturel la situation dont on débat ce soir. Pourquoi? Parce que le regard de l'homme de la rue comptait plus. Ouais. Il y avait le souci des convenances, et on aurait dit ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on est plus sensible à cet argument-là. Pourquoi? Peut-être parce que les décideurs publics de haut rang, quand ils voient des décideurs privés, comparent leurs revenus et se disent, après tout, c'est normal que dans la suite de ma carrière, je sois pas sous-payé. Je dirais pas ça comme ça, mais ils trouvent normal. Regardez les hauts fonctionnaires, quand ils ont 55 ans des conseillers d'État, souvent au privé, ils commencent à parler argent assez vite. En tout cas, les Américains sont ravis de ce recrutement, parce qu'il a un carnet d'adresses phénoménal, il a accès direct à encore des tas de gens en poste au niveau de l'Union européenne. Oui. Donc c'est une très belle recrue. Ça me paraît poser des problèmes qui sont sérieux, qui sont pas des fantasmes, qui sont réels. Et vous, Jean-Luc Manot, ça vous choque? Je suis moins. Je suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit. L'idée générale. Ouais. D'abord, je trouve que faisons un constat. Les directions des firmes internationales sont peuplées d'anciens ministres, d'anciens collaborateurs de présidents, d'anciens collaborateurs du ministre. Ça, c'est la réalité. C'est au moins des administrateurs qui prennent des jetons de présence. Non, mais oui, au moins, mais parfois plus. On peut se demander s'il est légitime qu'un ancien ministre des Finances français, virtuel candidat à l'élection présidentielle, patron du FMI, aille conseiller un pays au régime démocratique moyennement assuré. On pourrait se poser... Voilà, non mais c'est chose calme. Oui. On peut discuter de ça. Voilà. Donc c'est pas ce qui se passe avec Barroso, c'est emblématique évidemment, c'est symbolique. On est bien d'accord. Mais c'est pas. Mais je trouve que c'est pas. Comment dire. C'est pas très différent de ce qui se passe ailleurs. Ça veut pas dire que le système est bien, mais c'est pas très différent et donc. Calmons-nous un petit peu. Deuxièmement, je suis d'accord pour pas trop personnaliser le problème. La deuxième chose que je veux dire, c'est que moi j'ai toujours pensé que Barroso était un mauvais président. Mais tout le monde l'a pensé. Voilà, tout le monde l'a pensé. Et je pense que c'est parce qu'il était mauvais qu'il l'a été. C'est-à-dire que c'est parce qu'il était faible dans de larges mesures que les États ont choisi de le... Accommodant aussi. Oui, accommodant, quand je dis faible et accommodant, qu'ils l'ont mis là. Et donc j'ai envie de dire un truc, c'est que le plus terrible dans l'histoire Barroso, c'est pas qu'il soit chez Goldman Sachs, il est chez lui. C'est là qu'il aurait dû aller directement. Sans passer par la case commission. C'est qu'il était à la commission avant. C'est ça. Mais il n'était pas intéressant pour Goldman Sachs, hors commission. Après, s'il est mauvais. Je veux dire, attention aux procès d'intention qui vont faire que rétroactivement, on va regarder les décisions politiques qu'il a prises en disant c'est parce que 10 ans plus tard, il avait prévu et il a aidé Goldman Sachs. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, sur le plan du symbole, sur le plan des citoyens, sur le plan de l'état de l'Europe, c'est effroyable. Si je peux me permettre de vous opposer, si j'avais bien entendu vos positions sur l'Angleterre quittant l'Europe, vous étiez assez alarmé. Et une des raisons qui font que l'Angleterre a quitté l'Europe, c'est justement parce que la Commission européenne, je veux dire, était pour le peuple, pour le peuple, au fond, c'était Barroso. Je veux dire, donc, au fond, le symbole Barroso, c'est alimenter tous les populistes qui vont dire, c'est bien une nouvelle fois la preuve que la Commission européenne... Sur les faits politiques, voilà, c'est terrible. D'accord, donc c'est condamnable. Sur le symbole, voilà, pour moi. Non, mais, un dernier mot, Guillaume. Oui, je voudrais revenir sur un élément que Jean-Luc a dit. Où on met le curseur? Qu'est-ce qu'on a interdit ou qu'est-ce qu'on juge vraiment blâmable? Et qu'est-ce qu'il faut autoriser? Parce qu'il faut bien que les gens, à ce niveau-là, fassent une carrière. C'est ça, la vraie difficulté.
il y a quand même certaines situations qui ne me paraissent pas souhaitables. Celle-là me semble être du nombre. Oui, enfin, c'est vrai. Et je me souviens qu'on, il y a plein de trucs qui sont. On avait fait à peu près le même reproche à l'ancien chancelier. Dans le même genre, on peut se demander s'il n'y a pas des conflits d'intérêts entre des dirigeants qui mènent des politiques ouvertement pro-arabes, ouvertement anti-israéliennes, et qui font ensuite une série de conférences dans ces pays. Mais je crois que l'opinion supporte de moins en moins ça, cette confusion des genres, et Jean-Luc Manot évoquait le risque qu'on relise toute l'histoire de la Commission européenne à l'aune de ce passage-là, mais c'est fait sur Internet, mais alors c'est vraiment un raz-de-marée de gens qui disent c'est bien la preuve au fond que depuis des années, la Commission européenne est entre les mains des courriers vendus aux grandes banques. Mais c'est la question du soupçon. Mais on peut ne pas alimenter le soupçon en évitant de se mettre dans des situations difficiles à défendre. Certainement. Mais sauf que rajouter non plus dans nos commentaires, considérant que parce que c'est sur le net, c'est vrai. Oui, absolument. Sauf que Barroso, Internet n'est pas une preuve de véracité. Sauf que Barroso, il a privilégié son intérêt personnel et il se dit je vais finir ma carrière chez les Américains couverts d'or et l'affaire est réglée. Il est 19h40.